Donc, mesdames, je vais vous demander de faire une petite présentation. Donc, si vous pouvez nous dire votre nom, votre prénom, votre parcours autour du hand. Pour Julie et Charlotte, votre niveau d'arbitrage et pour les maris, votre niveau d'officiel table de marque et comment vous êtes arrivé à ce niveau-là. Donc, celle qui veut commencer, allez-y. Allez-y les filles. Vas-y Marie. Marie-Laure Delacroix, moi je n'ai jamais fait de hand, je n'ai jamais fait de hand de ma vie. J'ai commencé dans ce milieu quand mes enfants en ont fait. Mon fils a commencé à Chambéry, ça devait être en 2005 par là. Donc encadrer les équipes, accompagner, faire les petites feuilles pour dire rendez-vous à telle heure le week-end, préparer les goûters, etc. Et puis, je me suis investie petit à petit sur l'encadrement de la D1 en bénévole sur les matchs, aussi bien à Jean Jaurès qu'après au Phare. Je tenais la boutique. Puis après, je me suis investie sur l'étape de marque, donc en N1 et en LNH également, quand le titulaire du poste voulait lever un peu le pied. Voilà comment je suis arrivée là-dedans. Puis actuellement, donc OTM neutre depuis, je crois que c'est 2019 que ça a commencé. On a refait nos CV récemment. Donc voilà, depuis 2019, on fait des matchs de Pro League puisque je suis licenciée à Chambéry. Donc je ne peux pas faire de match de Chambéry. Voilà. D'accord. Suivante. Marie-Christine Richel, mais bon, tout le monde m'appelle Marie. Moi, j'ai fait du handball très petite parce que j'ai commencé à l'âge de 8 ans. J'ai même joué en extérieur. Alors, ça peut faire rire certains, mais c'est vrai, à Dijon, notamment, il n'y avait pas autant de gymnases qu'aujourd'hui. J'ai arrêté à l'âge de 22-23 ans, où je me suis mariée, j'ai fait mes 3 enfants. Et puis, j'ai repris le hand en compétition dans un club départemental territorial. Et puis, j'ai vieilli, donc je me suis arrêtée. Et à partir de ce moment-là, mes enfants aussi ont pris le hand comme Marie. Donc, j'ai pris la présidence d'un club. Et puis après, comme Marie, bien sûr, on s'investit au niveau des tables, des équipements, enfin, des encadrements et tout ça. Et puis, j'ai commencé à faire OTM vraiment national en 2016, je crois. Et après, j'ai attrapé la formation avec Marie en OTM neutre, donc pour faire l'étape de Pro League et LNH depuis 2019, comme Marie. Ce que Marie n'a pas précisé, c'est qu'on a eu quand même l'occasion de faire des tables internationales. Marie ne l'a pas précisé, puisqu'on a fait le championnat du monde à Albertville. On a fait quand même des huitièmes de finale et quarts de finale. Et on a fait le championnat d'Europe aussi à Montbéliard féminin. Et on a fait 3 matchs de classement. Enfin, c'est des matchs de première. Match de poule, ouais. Match de poule. Voilà. Donc, c'est vrai que l'expérience internationale nous a un peu aidé sur le match de ce week-end. Mais c'est vrai que c'est assez plaisant, quoi. D'accord, très bien. Bon, Julie Bonaventura. On m'appelle aussi Charlotte de temps en temps, mais pas grave. J'ai commencé le handball, j'avais, je sais pas, 8 ans moi aussi, dans mon petit club à Aubagne. Et puis petit à petit, vers l'âge de 15 ans, on nous a demandé un week-end d'arbitrer un match. On ne voulait pas du tout, parce qu'on ne connaissait pas les règles du jeu. On jouait, mais on ne connaissait pas les règles du jeu, mais il en fallait deux. Et tout le monde a trouvé logique que ce soit les jumelles qui s'y collent, parce qu'on était 2. Et voilà, c'est parti comme ça, à contre-cœur au départ, et puis c'est vite prise au jeu, parce que c'était tellement nul la première fois qu'on a vite progressé, en fait. Et voilà, donc petit à petit, on a gravi les échelons jusqu'à devenir arbitre international il y a déjà quelques années. La carrière est plus derrière que devant, même si on fait encore très très jeune. On a quand même pas mal de kilomètres au compteur. Voilà, on évolue donc en France sur le championnat, surtout LNH et un petit peu de LBE et un tout petit peu de Pro League aussi. Voilà. Mais essentiellement sur la LNH. On avait eu un match ensemble à Montbéliard, justement. On avait eu un Espagne, Pays-Bas, qui était dernière seconde. Dans les dernières secondes, il y avait un super coup franc. C'est ça, un coup franc protégé 2 secondes de la fin. Et on a été allé voir la vidéo pour valider, faire accepter à tout le monde le but, plutôt. Parce que nous, on était sûrs, mais voilà, avec la vidéo, tout le monde avait accepté. D'accord, très bien.
Bon, moi, je vais commencer par les officiels taf de marque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus du coup sur votre rôle, vos fonctions en tant qu'officiel taf de marque, en tant que secrétaire et chronométreuse, je crois? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? Oui, donc on fonctionne en binôme. En principe, moi, je suis au chronomètre, Marie secrétaire, mais on peut inverser si besoin, il y a pas de souci. On a toutes les deux fait les deux. Que dire? Ben, c'est une préparation quand même avant chaque match. On a des petites montées de stress des fois, se dire est-ce qu'on a bien tout fait? Est-ce qu'on a bien vérifié toute la feuille? Est-ce que tous les joueurs sont autorisés à jouer? Voilà, parce que c'est vrai que le nouveau rôle d'officiel de table neutre nous a donné quand même plus de responsabilités. Avant, c'était le délégué qui contrôlait les feuilles, etc. Maintenant, c'est nous qui les faisons, qui les contrôlons. Voilà. Marie, si tu veux prendre le relais pour… Oui, ben Marie a dit l'essentiel. En fait, on a un peu plus de travail qu'avant. Et notre rôle, surtout à toutes les deux, c'est que le match se déroule dans les meilleures conditions. Et on est surtout là pour aider les arbitres et le délégué. Donc voilà, même aujourd'hui, on est en charge éventuellement de signaler au délégué les mauvais changements, chose qu'on n'aurait peut-être pas eu à faire même l'année dernière, puisque c'est arrivé en plus dans le courant de l'année. Donc, c'est vrai qu'on a une responsabilité. On a un petit coup de stress, comme dit Marie, juste avant les matchs, parce qu'on a envie que ça se passe bien et que tout se passe bien. Que les arbitres, surtout, n'aient pas de soucis pendant le match, aussi bien de chronomètre, on peut faire n'importe quoi, ou de mauvais changements, ou même de mauvaises 2 minutes qu'on a mal notées, ou des choses comme ça. Et c'est quand même notre responsabilité. Donc, on a la responsabilité que le match se déroule bien quand même, pour aider au maximum les arbitres et délégués. D'accord, ok, très bien. Et du coup, vous avez parlé d'aider les arbitres, qui est le moins de soucis possible, mais du coup, quel est votre lien avec les arbitres? Est-ce que vos rôles ils sont complémentaires? Est-ce que vous pouvez éclairer un petit peu plus? Ben, ce sont principalement les arbitres quand même qui sont sur le terrain et qui font le jeu. Nous, il faut juste bien suivre les gestes, bien écouter les coups de sifflet, bien prendre note des actions, des sanctions, des choses comme ça. Mais voilà, en fait, c'est très visuel le lien avec les arbitres pendant le match. Là, sur le match de l'équipe de France, je regardais toujours les arbitres sur le terrain, parce que quand il y a du monde qui est un peu debout, quand ça crie, on n'entend pas forcément le sifflet, on ne voit pas forcément tout le monde, donc on est toujours là en train de se dresser un peu sur la chaise pour voir ce qui se passe. Mais voilà, c'est principalement un lien visuel pendant le match. Et les arbitres sont en lien aussi avec le délégué par les oreillettes. Donc, quand on a un doute sur sur une 2 minutes, c'est ça qui est important. C'est quand même les arbitres qui le confirment au délégué. Et donc, c'est là qu'on attend vraiment la décision finale pour mettre, bien sûr, ou afficher au tableau ou mettre les 2 minutes en papier sur les supports. Mais on attend toujours que les arbitres confirment bien au délégué. Parce que c'est eux qui mettent les sanctions. Nous, comme dit Marie, on a en visu tout le temps les arbitres pour voir déjà les coups de sifflet et voir les gestes qu'ils font pour nous aider aussi. Ça, c'est important. D'accord, très bien. Et du coup, je vais parler à vous, Julie. Est-ce que vous avez des attentes particulières vis-à-vis de la table de marque durant les matchs? Non, comme l'ont dit les deux maris, nous, ce qu'on attend des OTM, c'est qu'ils fassent bien leur travail, tout simplement. Il faut qu'ils soient très complémentaires avec le délégué. Oui, On a eu récemment quelques soucis sur une table de marque parce que le délégué ne communiquait pas très bien avec les OTM. Donc les OTM ne connaissaient pas forcément le bon numéro du joueur qui avait pris en 2 minutes, par exemple. Et là, ça crée des problèmes et les OTM étaient un peu perdus. Le délégué comptait sur les OTM comptaient sur le délégué et bon, on pouvait compter sur personne au final. Mais d'accord. voilà, nous, quand on est sur le terrain, effectivement, quand on a 2 minutes, on regarde que le chronométreur a bien vu qu'on a arrêté le temps. Alors, il se peut qu'une des deux maries ait un petit bleu sur un coude parce qu'elle a pris un petit coup de coude de sa collègue à côté. Mais ça arrive très souvent aux Ça peut OTM. arriver. Ça arrive aux OTM, il faut prévoir des protections pour les coudes. Mais voilà, nous, on parle au délégué, on annonce le numéro au délégué et le délégué doit communiquer ce numéro au secrétaire et au chronométreur qui sont à côté de lui. C'est un vrai travail de trinôme à la table et de trinôme pour le délégué avec les arbitres.
Le lien entre nous et les OTM se fait donc vocalement par le délégué et il ne faut pas que les arbitres oublient de regarder la table quand ils sanctionnent ou quand ils veulent communiquer le numéro de nos joueurs. Parce que parfois, on a des délégués qui n'entendent pas à cause du bruit ou si le kit oreillette ne fonctionne pas forcément bien. Voilà. Donc, le contact visuel est essentiel aussi vis-à-vis des OTM. Si le délégué dort, il vaut mieux regarder les OTM. D'accord. Et donc, on va parler plus particulièrement du match de samedi, France-Espagne au phare. Est-ce que, pour les OTM d'abord, vous avez une petite préparation d'avant-match? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Vas-y, Marie, c'est toujours moi qui ai commencé. Alors, préparation, c'est-à-dire mentale ou les deux, hein Non, mais parce que si tu veux, enfin, si vous voulez, donc moi j'étais tranquillement chez moi samedi après-midi quand Marie m'a envoyé un message à 4h30 en me disant je commence à stresser. Et là, je me suis dit, oh purée, dans une heure, quand je sois au phare. Et le stress m'est monté à ce moment-là. Comme on l'a dit, on a toujours un coup de stress. Mais je pense que là, quand on partage, c'est mieux. Quand on partage, c'est mieux. Et pour être franche, j'ai dit à Marie, bois un coup de champagne ou bois une bière, ça ira mieux. Voilà. En fait, on est arrivé à 18h et le match est à 21h. Tout ça parce qu'on avait une mini-formation aussi de la table de marque fédérale qui n'est pas du tout celle du phare, puisque l'équipe de France se déplace avec sa table de marque et son chrono et sa table de marque. Donc, on avait rendez-vous à 18h. Et je trouve que ça a été bien parce que ça nous a déstressé complètement avec Marie. On était 1 heure, même voire 3 heures avant le match. Et je pense que ça nous a complètement déstressé avant vraiment de rentrer dans le jeu, quoi. On a eu 2 bières que vous avez bu. Non, je ne l'ai pas écouté, parce que jamais avant. Non, mais c'est vrai que là, sur ce match-là, on avait quand même moins de choses à faire, puisque la feuille de match était déjà saisie, rentrée dans l'ordinateur. Donc, on a juste eu la petite formation. La table est vraiment simple et très intuitive, hein, la table de l'équipe de France. Donc, ça n'a posé aucun problème. Et puis, quand on a vu que c'était simple, après, c'était tranquille. Après, il fallait attendre le début du match pour voir comment ça se passait. Ça n'a pas été un match trop tendu. Bon, c'est une rencontre amicale. Donc, très bien. Du coup, je vois que Charlotte est arrivée. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Désolée pour le retard. Il n'y a pas de problème. 19h. Bon. Du coup, on parle un petit peu du match France-Espagne et je venais de poser la question du coup des préparations de match aux ETM et maintenant c'est à votre tour. Je veux bien savoir votre préparation de match des arbitres juste avant ce match de samedi. Nous, notre préparation, que ce soit un match amical ou un match de championnat ou un match de championnat d'Europe, championnat du monde, elle est quasiment toujours la même. C'est en général, en dehors du déplacement, parce qu'on est arrivé l'après-midi. En général, on fait une petite sieste, on a la petite collation, et puis après, on va au match tranquille. Et puis une fois sur place, on va voir les ETM, on va voir le délégué, on va voir si tout est en ordre de marche, si tout fonctionne. On évite de prendre la bière comme elle dans le match. On ne prend même pas après, donc bon. Et puis voilà, il y a rien de spécifique. Après, on s'échauffe et puis une fois qu'on enfile le costume d'arbitre, on rentre vraiment dans notre rôle au coup de sifflet d'envoi. Voilà, nous, pour ce qui est de notre préparation personnelle, nous, on est assez relax là-dessus. Le stress, on n'en a pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures avant, on n'a pas de stress. C'est pas dans notre nature, mais ça peut arriver à des arbitres d'être très stressés le matin du match ou 2 heures avant. Voilà, on sait qu'on a des collègues qui sont très, très stressés. Ils ont des petits trucs pour essayer de se déstresser. Nous, c'est pas dans nos gènes. Donc, voilà, on a cet avantage de ne pas être stressé. Et, aussi parce qu'on est expérimenté et qu'on sait gérer ces moments-là et ces matchs-là dans des ambiances comme celle du phare, qui était une ambiance de fête samedi. C'était plein comme un œuf de Pâques. Bon, les œufs de Pâques sont plutôt creux, mais là, le phare était vraiment plein. Et c'était la fête et tout le monde en a profité. Je pense que les OTM ont passé un bon moment, le délégué aussi, nous aussi, les joueurs, le staff. Tout le monde était content d'être au phare samedi, avec 0 stress. Tant mieux. Est-ce que Charlotte voulait rajouter quelque chose? Peut-être.
Non, c'est relativement complet. Après, ce qu'il faut surtout en tant qu'arbitre, c'est savoir prendre du plaisir. C'est très, très important. Donc, quand on a la chance de pouvoir officier sur des rencontres internationales comme celle-là, il faut en profiter. Il faut, voilà, sans stress, se dire que tout le monde est là pour travailler, mais aussi pour donner du spectacle et donner du plaisir, prendre du plaisir. Donc, il faut savoir voilà, se mettre au service du jeu et profiter parce que c'est pas tous les jours qu'on a cette chance-là. Je pense que ce soit les arbitres ou les OTM, même les bénévoles, je pense que tout le monde se régale dans ces moments-là et ça restera gravé pour certains très très longtemps. D'accord, très bien. Maintenant, concernant du coup le match, j'aimerais bien avoir une auto-évaluation. Et vu que je commence souvent par les OTM, j'aimerais bien avoir d'abord l'auto-évaluation des arbitres en première. Quel était votre ressenti du match? Est-ce que ça vous a changé de vos matchs habituels? Je sais pas. Bon, sachant que c'était un match amical, bon, nous, on essaye toujours de faire le travail de la même façon. Après, sur des matchs amicaux, on n'est pas, j'allais dire, 100% carré comme sur un match de LNH parce qu'on a droit à un petit peu de latitude vis-à-vis des joueurs et on peut jouer là-dessus. Mais sur ce match-là, l'ambiance entre les deux équipes était plutôt bonne. Il n'y a pas eu de mauvais gestes, il n'y avait pas de tension. L'Espagne a pris un petit peu sa revanche par rapport à la fessée qu'elle a pris à Bercy. Voilà, la première mi-temps des Français était pas très très bonne. Hein. Guillaume Gilles a dit qu'ils ont été mauvais. Je ne peux pas dire le contraire. Nous, voilà, auto-éval, je dirais que c'était satisfaisant quand même. Confirme. Voilà, je vais rester sobre. Non, c'était plutôt sympa. Après, faut profiter de ces moments-là pour être peut-être un peu plus dans la communication avec les joueurs, leur montrer qu'on est là aussi pour profiter et casser quelque part un petit peu l'image de l'arbitre qui est là tout le temps pour sanctionner. Hein. Comme je l'ai dit, quand on a la chance de faire ces matchs-là, faut savoir en profiter et le partager. Et bon, pendant 60 minutes, avec qui on peut le partager, au-delà du partenaire, c'est les joueurs et les entraîneurs. Donc, c'est se montrer accessible, discuter sereinement et leur montrer que voilà, même si c'est un match amical, il y a des choses qu'on ne voudra pas voir. Et après, les joueurs, de toute façon, sont là pour faire leur boulot et donner du plaisir à tous les spectateurs. Donc, non, c'était très satisfaisant, je pense, comme performance, comme spectacle. Et je ne vais pas faire, on va dire, l'évaluation des OTM, mais on a été très satisfaite de faire ce match avec elle. Bien. Et donc, Myriam, à vous. Ben pour nous, enfin, je pense, Marie, c'est pareil. Enfin, déjà, pour moi, j'ai trouvé que le match, effectivement, s'est passé dans une ambiance assez détendue. Il n'y a pas eu d'agression, enfin d'agression entre guillemets, sur la table, comme il peut arriver des fois, des joueurs qui viennent se plaindre, les entraîneurs qui viennent réclamer des fautes, qui lèvent les bras au ciel, choses comme ça. Non, ça a été assez serein, donc ça a contribué à rendre notre activité tranquille sur ce match-là. Il n'y a pas eu de soucis, pas d'événements notables, enfin pour ma part. Maintenant, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je ne vois pas le match de la même manière quand je suis à la table que quand je suis devant ma télé. Et souvent, je les re-regarde après. Donc, quand je suis rentrée, après, j'ai regardé le match à la télé que j'avais enregistré parce qu'on est tellement concentré sur ce qui se passe, en fait, sur le jeu. Le joueur, c'est à l'aile, c'est quel numéro, machin, prochain tir, qu'on ne voit pas les matchs de la même manière. On n'est pas spectateur, en fait. Donc, quand je veux être spectateur, je regarde à la télé après. Vous profitez plus après. Voilà. Ouais, Marie a tout dit. Moi aussi, j'ai regardé le match après parce que c'est vrai non, mais c'est vrai. Même les matchs de LNH ou même de Pro League, des fois, moi, ça m'arrive souvent de rentrer et de revoir le match parce que je me dis, est-ce que tout s'est bien passé, quoi, en fait. Surtout sur des fins de match litigieuses, mais là, ce n'était pas le cas du tout. Mais c'est vrai que c'est aussi pour nous une façon de revoir le match autrement parce que nous, on ne voit jamais le match non plus, comme l'a dit Marie, quoi. Mais là, c'était bien parce que c'était la fête et on n'était pas dans le même contexte que dans un match à enjeu au Capital. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est bien. On était plus détendus que d'habitude.
D'accord. Et du coup, malgré le fait que ce soit un match amical et que ce soit plutôt bien passé, est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous ont marqué durant ce match ou des choses que vous avez retenues vis-à-vis d'autres ou pas du tout? Non. Il n'y a pas eu d'événement notable. Si, à part faire une table sur l'équipe de France masculine. Voilà, autrement, non, rien de notable. D'accord, d'accord. Et donc, pour terminer, est-ce que, donc mesdames, déjà les OTM, est-ce que vous avez un message pour les futures personnes qui seront à la table de marque à votre place? Est-ce que vous aurez un petit mot pour eux ou elles? Mais Marie, là, tu vas t'y coller. Hein, c'est Alors, formatrice. je vais T'es m'y coller formatrice, donc tu parce que je suis vas. formatrice, alors je vais m'y coller, si tu veux. C'est-à-dire que faire une table de marque, quand on est en régional ou même en national jusqu'à la AENA, je pense que ce n'est pas du tout le même niveau d'application que quand on devient OTM Pro League ou LNH, voire international. Faut pas croire que ça vient comme ça. Et déjà, il faut connaître beaucoup les règles. Et nous, on fait des QCM avec Marie aussi, hein, comme les arbitres. Alors, peut-être qu'on va jouer sur des mots, puisque j'ai fait un lapsus avec Thierry quand je lui ai dit c'est 3 attaques, mais c'est 3 possessions. Mais c'est vrai qu'il faut être précieux sur les choses. Mais c'est vrai que tout ça, faut vraiment avoir une concentration et pas se dire on va faire une table de marque pour faire une table de marque. C'est vraiment quelque chose d'important parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une aide aux arbitres et aux délégués. Donc on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour être spectateur et regarder un match. On est vraiment acteur et c'est ça le principal en fait. D'accord. Et mesdames les arbitres, un mot pour les futurs arbitres qui arbitreront à votre niveau. Oula, alors, pour ceux qui débutent, je dirais qu'il faut pas vouloir se projeter trop loin quand on commence l'arbitrage et qu'on commence à goûter au niveau national. Quand on commence à faire la nationale 3, la nationale 2, il ne faut pas dire, comme on l'a déjà entendu, moi, dans 5 ans, je veux être un arbitre en LNH. Il ne faut pas voir les choses comme ça, il faut voir les choses étape par étape. Nous, on ne s'est jamais projeté plus loin qu'une saison. C'est-à-dire, on nous disait toujours, ah, mais la saison prochaine, peut-être que vous allez monter. Bah, déjà, on fera le bilan en fin de saison et puis on verra. Si on a un niveau, s'il n'y a pas 25 binômes devant nous, oui, peut-être qu'on montera. On ne maîtrise que ce qu'on fait nous sur le terrain et on ne maîtrise pas ce que font les autres. Il faut aussi accepter que on va faire en sorte de donner notre meilleur niveau, mais si notre meilleur niveau n'est pas le meilleur niveau attendu et qu'il y a d'autres binômes qui sont meilleurs, il faut l'accepter et faire en sorte de continuer à travailler pour atteindre ce meilleur niveau possible. Mais voilà, il ne faut pas essayer de se projeter trop loin, il faut prendre les choses comme elles viennent, étape par étape, et puis grandir petit à petit. C'est en arbitrant qu'on devient arbitre et qu'on acquiert de l'expérience et qu'on apprend. Il n'y a que la vérité du terrain qui nous fait progresser. Ce n'est pas forcément les matchs les plus faciles qui font progresser le plus vite. Et il faut aussi parfois que les arbitres soient confrontés à certaines difficultés. On ressort grandi d'un match qui ne s'est pas forcément bien passé. Alors sur le coup, on n'en ressort pas très grandi, mais un peu plus tard, une fois qu'on a digéré, qu'on a compris, et qu'on a compris pourquoi ça s'est mal passé, peut-être qu'on est à l'origine des problèmes qu'il y a eu ou pas, mais voilà, une fois qu'on a compris, on met ça dans sa valise d'arbitre, et puis on va au prochain match un peu plus enrichi, et c'est comme ça qu'on gravit petit à petit les échelons, mais tout le monde ne deviendra pas demain arbitre international, ou c'est pareil pour les ETM, hein, tout le monde n'arrivera pas à faire de la LNH tous les week-ends. Il y a des gens qui font l'étape de marque et qui n'ont pas l'application et l'implication des deux maris, par exemple. On sent que quand elles sont sur le match, qu'elles sont complètement concentrées, focalisées sur ce qu'elles ont à faire et elles n'ont pas envie de faire d'erreurs. Et ça, on ne sent pas chez tous les OTM. Donc voilà, ça fait partie de la différence entre les OTM, j'allais dire, de top niveau et de niveau moyen. Voilà. Et c'est pareil pour les arbitres. Non, mais c'est vrai, on a des OTM qui sont là pour faire des photos des joueurs, des selfies avec des joueurs, et ça prouve qu'ils ne sont pas là en tant qu'acteurs du match, mais en tant que spectateurs. Et ça, c'est pas bon pour nous. Donc voilà, on veut des gens qui soient
qu'ils soient vraiment acteurs et concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Et donc, ça me fait rire qu'elles regardent le match derrière. Ça prouve qu'elles ne sont pas spectatrices du tout quand elles sont sur un match en tant qu'hôtel. Donc, c'est plutôt un très bon signe. Charlotte, si tu veux compléter, hein, je parle trop. Non, mais elle parle bien en plus. Je crois que dans tout ce qu'on fait, il faut savoir quel est le but et l'implication qu'on veut mettre. Donc, si on veut se donner les moyens, il faut comprendre que le chemin est parfois long et tortueux et que même si ce n'est pas simple, les mauvaises expériences servent justement d'enrichissement et que rien ne remplace l'expérience des matchs, qu'ils soient bons ou mauvais. Quand on regarde ne serait-ce que, on va dire, 3-4 ans en arrière, on n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on a bossé sur les règles du jeu, parce qu'on a bossé sur de la vidéo, c'est simplement qu'en tant qu'arbitre et en tant qu'être humain tout simplement, on grandit, on se nourrit de ce quotidien de match et du quotidien de nos vies, on va dire, parallèles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des vies en parallèle. Hein. Donc, dans les vies professionnelles aussi, on prend de l'expérience, on voit les choses différemment. Et je crois que c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on gère les choses différemment et puis on progresse sans s'en rendre compte. Donc, il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Il faut essayer d'avancer sereinement en prenant les critiques comme elles viennent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il faut savoir les analyser, les comprendre, tout simplement pour avancer et performer. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Je vais clôturer l'interview. Voilà. C'est clôturé. Voilà. Super.